Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Une émission assez spéciale aujourd'hui dédiée à toutes celles et ceux qui ont un jour décidé de prendre une caméra, quelques accessoires, 2-3 potes et de s'improviser réalisateur ou réalisatrice dans le jardin de leurs parents. C'est aussi une émission dédiée à l'immense travail de fourmi effectué en coulisses pour mener à bien des productions compliquées, coûteuses, foireuses et d'autres mots en euse qui nous rappellent à tous la dure réalité de la production audiovisuelle et de tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour sortir un film sur nos écrans. Vous l'aurez compris, c'est un épisode qui va s'intéresser au tournage de films d'horreur maudits, qu'ils soient foireux pour cause de soucis techniques, de réalisateurs égocentriques, de producteurs problématiques, d'explosions de budget ou encore reshoots sauvages. Il y en aura pour tous les goûts puisque plusieurs films seront abordés aujourd'hui. Une formule qui change de d'habitude, inspirée par un des membres de l'équipe qui a décidé de nous proposer non pas un long métrage de base, mais un documentaire sur un tournage de film d'horreur pour le moins tumultueux. On s'est dit qu'en plus de parler documentaire, c'était l'occasion d'évoquer plusieurs longs métrages à la production compliquée. Ce documentaire, c'est American Movie, réalisé par Chris Smith en 99. American Movie nous emmène dans le quotidien de Mark Borchardt, un cinéaste amateur et passionné du Midwest américain, prêt à tout pour réaliser son court-métrage d'horreur nommé Coven. Court-métrage qu'il espère vendre assez cher pour financer son projet ultime, son Graal, un long-métrage qu'il a en projet depuis des années. Ce documentaire débute au milieu de la production du court-métrage et va jusqu'à la première du court-métrage en salle après 3 ans de production. C'est un véritable hommage à l'esprit de persévérance, la passion et la résilience qui animent tous les cinéastes en herbe, voire même, voyons plus général, les artistes qui mettent tout en œuvre pour aller au bout de leur projet, malgré tous les obstacles que la vie met sur leur chemin. Ce documentaire nous a été proposé par le cinéaste en herbe du podcast. Il est le fan numéro 1 du film Komodo, et j'insiste sur le fan numéro 1 parce que il y en a pas de numéro 2, il est seul. il est à côté. C'est gentil pour Lily. Mais... C'est vrai. À côté ennemi numéro 1 de tous les autres films jamais créés, c'est Dario. Et Dario, il fête son anniversaire aujourd'hui. Eh oui, bon anniversaire. Bon anniversaire Dario. Merci. C'est pour ça que j'ai eu le droit de choisir un film. C'est ça, Dobby a ramené un film. Exactement. Tu vas nous en dire un peu plus sur ce documentaire juste après et pourquoi tu l'as choisi. L'émission va se découper en 2 parties aujourd'hui. Une première partie sur American Movie, donc, et une deuxième où chaque chroniqueur et chroniqueuse va parler d'un tournage de film compliqué, maudit. Ces chroniqueurs et chroniqueuses, vous commencez à bien les connaître. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Amélie, programmatrice au Festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Lily, rédactrice pour le blog du cinéma. Salut. Et moi-même, Romain, votre hôte et chroniqueur au bistrot de l'horreur sur Filmo. Avant de se lancer dans le vif du sujet et de parler de ce qui fait d'American Movie un grand documentaire, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de le noter si ce n'est pas déjà fait sur les plateformes que vous utilisez. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Jumpscarecast sur Instagram, Twitter, Threads et même Blue Sky pour les 4 personnes qui l'utilisent. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast gratuitement. Alors, on parle d'un documentaire qui n'a pas beaucoup fait parler de lui en France. C'est l'instant fatidique où on vous annonce qu'il n'a pas eu de sortie officielle dans l'Hexagone, mais qu'il est largement plus trouvable que certains films évoqués dans le podcast. Rassurez-vous, on vous a entendu, j'ai bien vu les notifications des auditeurs qui galèrent parfois à trouver les films qu'on évoque. American Movie est très largement trouvable en ligne et en occasion. Des sous-titres français existent et le réalisateur vend même le film sur sa boutique. On s'est dit que la rareté du documentaire ne devait pas nous empêcher d'en parler vu sa qualité et vu l'histoire de malade qu'il raconte. Et ça nous permet aussi d'aborder plein d'autres films qui sont eux bien plus trouvables, surtout en physique et en SVOD. Alors Dario, pourquoi avoir choisi de ramener American Movie dans le podcast ? Alors, pourquoi avoir choisi American Movie ? American Movie, c'est un film, comme tu l'as dit, Romain, que je trouve fantastique. Tu l'as dit que c'était un grand documentaire. Moi, je suis né à la fin des années 90 et je trouve que ce film-là, il est parfait en fait pour résumer cette période en fait de cinéma indépendant et cinéma américain à partir du milieu des années 90 jusqu'au début des années 2000 quoi. Donc moi c'est un documentaire qui me plaît énormément pour ces raisons-là parce que c'est un truc qui me parle évidemment. Je suis très fan du cinéma américain comme beaucoup de personnes, j'ai grandi essentiellement avec du cinéma américain et on peut évidemment pas parler du cinéma américain sans parler du Nouvel Hollywood. Donc dans les années 70, je suis pas sûr d'avoir vraiment besoin d'expliquer ce que c'était, mais dans les années
70. Voilà, il y a vraiment un mouvement en fait de cinéma indépendant à moyen budget avec des réalisateurs qu'on connaît tous, les Spielberg, les Scorsese, etc. Où en fait, grosso modo, moi ce que j'en retiens, c'est le constat en fait d'échec du rêve américain après le mouvement hippie, quoi. Il y a plein de choses à en retenir. Moi, je pars sur cet axe-là. Pourquoi ? Parce que je trouve que les années 90, alors je sais pas si quelqu'un l'a déjà appelé comme ça, mais moi je l'ai toujours appelé le nouvel Hollywood. Parce que je trouve que dans les années 90, il y avait vraiment un passage où les réalisateurs ont fait des films à moyen budget, voire petit budget, qui ont été hyper marquants et où justement les studios ont donné pas mal d'argent à des auteurs qu'on connaît très bien maintenant en fait, comme les années 70, en fait les années 90 ont eu beaucoup de réalisateurs américains qui ont commencé, notamment Quentin Tarantino, David Fincher, mon préféré Paul Thomas Anderson, Robert Rodriguez pour faire plaisir à Romain qui l'adore. Et le réalisateur qui va m'intéresser pour parler de American Movie, c'est Kevin Smith. Kevin Smith qui a été connu du coup en 1994 quand il a fait Clerks. Clerks, bon, si vous connaissez pas, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais je pense que ça parle à tout le monde. C'est un vrai film indépendant que Kevin Smith a produit lui-même en vendant ses comics, en allant travailler au Quick Stop et tout. Je trouve que ce film-là est un film évidemment assez fantastique et je suis pas le seul à le trouver puisqu'il a gagné un prix à Cannes, il a gagné un prix à Sundance. Donc American Movie, en fait, je trouve que c'est vraiment le truc qui termine la boucle qu'a commencé Clerks, en fait. Dans le sens où ce gars-là, la Mark Borchardt, qu'on suit dans le documentaire de Chris Smith, pas Kevin Smith, hein, ils sont pas de la même famille. Donc dans ce documentaire, Mark Borchardt, je trouve que c'est un peu une espèce de reflet maléfique de Kevin Smith, dans le sens où Kevin Smith a réussi, entre guillemets, et Mark Borchardt, lui, il est pas moins passionné que Kevin Smith, mais juste ça a pas vraiment fonctionné pour lui, quoi. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est Mark Borchardt, vous savez, il a une espèce de parlure, il a un phrasé très Kevin Smith, justement, ça peut quasiment être un personnage de Mallrats ou de Clerks, en fait. Même son look. C'est-à-dire qu'il dit tout le temps en train de dire dude, oh man, tu vois, il y a vraiment un truc de petit con des années 90. Qui clairement en fait ça peut être un personnage d'un film de Kevin Smith et ce qui me plaît en fait dans ce documentaire, c'est que c'est vraiment un espèce de totem en fait d'une génération, je trouve, de cette Amérique profonde où on a montré en fait avec Kevin Smith qu'un réalisateur qui a pas trop d'argent, il arrive à se faire reconnaître avec un film à bas budget tourné en noir et blanc. Donc c'est vraiment Kevin Smith ou Mark Borchardt, en fait là cette phrase décrit vraiment les deux. Ça c'est la raison principale pour laquelle j'aime ce film, parce qu'il me rappelle en fait cette période des années 90 que moi j'aime beaucoup. Je pense que je suis pas le seul à aimer cette période, je suis pas le seul à la décortiquer évidemment, mais voilà, il y a vraiment ce feeling qui me plaît, et il n'y a pas que Mark Borchardt qui est quasiment un personnage de film, parce que c'est un vrai documentaire, il faut vraiment le rappeler, parce que je trouve que quand on le regarde, on se dit ok, ça a l'air d'être quasiment un mockumentaire. C'est too much par instant en fait. Amélie, je pense que tu seras d'accord avec moi. Il y a des scènes où vraiment j'ai dû vérifier que c'était un documentaire, parce que dans les répliques des personnes, dans les événements qui se déroulent devant la caméra, des fois je me suis dit c'est trop beau d'avoir chopé ça, notamment son pote, parce qu'il y a Mark et son pote Mike. Mike, c'est un personnage de cinéma à lui tout seul, quoi. Et des fois il sort des dingueries et tu te dis mais ils l'ont écrit ce personnage, c'est pas possible, il n'existe pas, mais si, apparemment il est comme ça, c'est son pote. Même son oncle complètement chelou là, sa famille, ils sont tous si t'avais voulu les écrire, tu les aurais pas écrits aussi bien, quoi. Et Mike, je trouve qu'il a tout d'un personnage aussi de Kevin Smith, ou même d'un personnage que tu pourrais trouver dans Wayne's World. Je trouve qu'il a vraiment... Ouais, totalement. Il est incroyable, ce gars. Enfin, il était, parce qu'il est décédé il y a quelques années. Mais... Moi, quand je les ai vus, les deux, j'ai pensé illico, comme toi, en fait, à Kevin Smith. Mais j'ai pensé surtout en fait, à Jay Silent Bob. Parce que t'en as un qui est très grand, assez mince, et qui arrête pas de parler, qui gesticule dans tous les sens et tout, qui a toujours réponse à tout. Et l'autre à côté qui est un peu plus petit, un peu plus trapu, très silencieux, et qui, quand il parle, et il est soit à côté de la plaque, soit il va te lâcher la punchline de ouf qui va terminer tout le monde, quoi. Et je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Enfin, Kevin Smith avait vu ce truc pour créer Jay et Bob. En fait, non, pas du tout. Parce que, encore une fois, American Movie, il date de 1999 et Clerks, c'est 5 ans plus tôt. Ouais, ça, c'est 94. A contrario, moi, ça m'a fait énormément penser à deux sitcoms de Grégory Thomas Garcia que
que j'adore, qui sont Raising Hope et plus particulièrement My Name is Earl, et qui par contre, elles sont sorties bien plus tard que American Movie, et que je pense sont nourries parce qu'on a vraiment des personnages fucked up de la même manière, et aussi souvent un petit gros, un mince. Et il y a ce truc d'apporter un regard assez tendre sur ces personnages, au lieu de s'en moquer. Et d'ailleurs, dans My Name is Earl, il y a des épisodes qui sont... il y a des épisodes documentaires. Et puis Earl est joué par Jason Lee, qui est un gars qui a beaucoup joué pour Kevin Smith aussi, donc ouais, tout à fait. Il y a vraiment une espèce de bouillon en fait de contre-culture des années 90. En fait, c'est ça que moi j'aime dans American Movie. Et comme tu l'as dit, Amélie, il y a aussi cet oncle là de Mark qui lui aussi pourrait carrément être un personnage de film en fait. Moi je le trouve super drôle ce gars-là, mais à sa manière. Je sais pas si vous voyez la scène au tout début, quand Mark il essaie de le faire un peu filer de la thune pour une société de production. Ils vont à la banque. Moi, ça m'a un peu cringé quand même. Hein. Oui, mais on sent qu'il est un peu du père, le Bill, et quand on lui réexplique 6 fois comment ça fonctionne, il finit par ouais, c'est la procédure standard, ouais. En mode, il sait vraiment, comme s'il avait l'habitude. Je le trouve hyper marrant, et en même temps, je comprends que cette relation puisse être un peu cringe pour toi, Marlène. Attention. Je comprends, mais moi je trouve qu'il y a vraiment des passages où on sent que ces deux-là ils s'aiment malgré tout, même s'ils s'envoient un peu des fions, et si Mark on sent qu'il se sert aussi de son oncle pour financer son film. Par exemple, la scène où il lui prend son bain. C'est très beau. Ouais. C'est super mignon, quoi. Vraiment, quand je regarde American Movie, je me dis souvent, Chris Smith, il est quand même tombé sur le bon client. On dit souvent ça dans le milieu du documentaire. Romain, tu me corrigeras si je me trompe, mais quand tu fais un documentaire sur une personne, il faut vraiment tomber sur le bon client. Et ce que je trouve fantastique en fait avec American Movie, c'est qu'on sent que c'est pas juste avoir filmé le bon client, parce que je trouve que on sent le travail derrière qui a été fait par Chris Smith, parce qu'en fait le documentaire il l'a filmé pendant 2 ans je crois, et il arrive à tirer des passages qui sont vraiment hyper forts, des passages d'interview ou juste des passages de vie en fait. Par exemple, on voit bien que la mère de Mark elle est très, très réservée, très timide, elle est souvent en retrait, et il arrive à lui faire dire que elle ne croit pas en fait que son fils puisse devenir un grand réalisateur. Et en fait, cette phrase-là, elle vient un peu assommer le spectateur. On se dit, oh putain, c'est dur pour lui, quoi. Mais ça arrive peut-être à 35% du documentaire. Et ensuite, on voit en fait sa mère qui cavale dans la forêt sous la neige avec lui pour l'encourager. On sent qu'elle donne tout en fait pour aider son fils. Et je trouve ça beau, quoi. Et elle est contente pour lui à la fin aussi. Ouais, c'est ça. Quand il présente son film enfin. Je trouve ça vraiment super beau. Et voilà, le truc que je voulais en venir aussi, c'est que comme dit plus tôt, ce film, on a tendance à remettre un petit peu en question ce qu'on voit, parce que c'est tellement soit absurde, soit ça a l'air d'être écrit, qu'on se dit en fait juste que Mark il en rajoute en fait pour les caméras, que je me dis souvent, mais c'est pas inintéressant s'il en rajoute, et s'il en rajoute pas, évidemment que ça reste intéressant, quoi. Parce que je trouve que s'il en rajoute, ça montre un peu que derrière ce gars un petit peu alcoolique qui fait des longues tirades philosophiques à base de non mais moi je suis à moitié chrétien, à moitié sataniste en fait, parce que je recherche la poursuite de mon bonheur personnel. Derrière ces tirades qui veulent pas forcément tout le temps dire quelque chose, il y a en fait un gars qui veut faire du cinéma et qui essaie de se projeter et de se dire ok, un réalisateur qu'on reconnaît comme talentueux, il dirait des trucs comme ça. Tu vois, genre, on peut se dire que il s'imagine, je sais pas, Werner Herzog, il pourrait dire des trucs comme ça, tu vois, dans une interview. Oui, donc un peu lunaire un peu. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Et il part souvent dans ces longues tirades qui, quand même, quand tu le regardes, tu dis ok, en fait, le mec, il a l'air d'être un espèce de vieux bouseux avec son mulet et sa moustache dégueulasse, mais tu sens que quand il parle, il y a quand même un truc où il dégage quand même un peu de charisme et t'as envie de l'écouter, même si des fois il dit un peu des conneries. Et il parle bien, je trouve. Il parle super bien, mais des fois il est un peu à la limite d'être insupportable, je trouve. Comme tous les wannabe réalisateurs après, hein, oui, c'est un peu l'intérêt du truc. On les connaît bien. On les connaît. On les strappe là, en fait. C'est nous, c'est la conclusion du truc, c'est que finalement, c'est nous. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour conclure en fait sur American Movie, après je vous laisserai en parler un petit peu. Je trouve que une des vraies forces aussi du film, c'est que à la fin, on nous montre des images de Coven, du coup ce fameux documentaire, ce fameux court-métrage qu'il est en train de tourner.
Et finalement, en fait, on s'en fout un petit peu de la qualité de Coven, je trouve. Alors, moi, je l'ai regardé après, on l'a tous regardé après, on pourra en parler, mais je trouve que l'intérêt vraiment d'American Movie, c'est pas de voir un gars faire un bon film, c'est pas non plus de voir un gars faire un film raté, quoi. C'est vraiment cette poursuite du rêve américain des années 90 qui essaie de revenir, en fait, parce que Marc, il est souvent en train de citer ouais, le rêve américain, on est en Amérique, machin. Il y a même Chris Smith, à un moment, il le filme quand il bosse dans le cimetière, en train d'enlever des drapeaux américains pour les soldats, etc. Donc il y a vraiment cette poursuite d'un rêve américain qui a eu un espèce de petit soubresaut dans les années 90 et qui sera évidemment plus valable quelques années après, parce que la guerre, le 11 septembre, et même pour le cinéma, parce que en 99, donc l'année où sort American Movie, bah il y a Matrix qui sort, et bah là c'est plié, quoi. Comme quand Star Wars est sorti en 77, bah ça nique un peu ce petit cycle, en fait, où on enchaîne des bons films à moyen budget, où on se dit ok, les gars qui ont de la thune, ils ont confiance et ils vont filer de l'argent, et finalement t'as Matrix qui arrive. Matrix, j'ai regardé, hein, c'est 63 millions de dollars. Bon, c'est tout le monde après, au début des années 2000, a voulu copier Matrix, tout le monde a voulu faire son petit truc. Donc c'est vraiment une capsule temporelle, American Movie, de ces 5-6 années de cinéma indépendant américain, et je trouve que c'est un peu mignon que American Movie termine avec ce prix à Sundance, comme Kevin Smith a eu ce prix, en fait, en 94. Donc voilà, moi je trouve que y a un parallèle hyper intéressant. Ça se répond. Voilà, c'est ça, il y a une espèce d'écho qui se fait. Et j'ai conscience qu'en proposant ce film, on s'éloigne un petit peu de la ligne éditoriale du podcast, et je vous remercie de m'avoir laissé en parler, parce que même si c'est un documentaire, c'est quand même un documentaire sur un film d'horreur. Et voilà, donc merci de m'avoir laissé en parler, parce que c'est vraiment un film qui est important pour moi, que j'aime beaucoup, et je suis content de le partager avec vous, surtout que, à part Romain, je crois que personne ne l'avait vu, si j'ai pas de bêtises. J'avais un vieux DVD qui m'a été offert par un pote, et j'avais pris la claque aussi comme ça par hasard, en fait. T'as mis le doigt sur un truc, c'est qu'en effet en 99 il y a Matrix qui arrive, il y a aussi d'autres gros mastodontes qui se lancent, c'est le retour de Star Wars aussi, tu vois, comme une nouvelle Hollywood à l'époque. Et c'est surtout le début de la fin de l'ère du cinéma indépendant de cette manière-là, parce qu'on est juste avant l'arrivée des DSLR, on est avant l'arrivée de l'appareil photo, où le cinéma se répand d'une manière un peu différente. C'est un tournage encore très old school, et on voit la difficulté qu'avaient les cinéastes amateurs à l'époque à faire un film sans argent. Maintenant, t'as 2000 €, t'es très très bien pour un petit court-métrage indépendant, ne serait-ce que pour choper un GH5 qui a un micro et quelques lights sur Amazon, quoi. C'est vachement accessible. À l'époque, la pellicule, ça coûtait un bras. La caméra, c'était des vieilles caméras 16 mm, c'était un enfer à gérer, il y avait beaucoup moins de matos. Et donc le film met vraiment, je trouve, en valeur aussi la fin de cette époque-là du mec qui galère à scotcher sa pellicule dans son putain de garage avec ses potes, du matos bas de gamme, et tu le vois, le mec, il est sous les dettes, il en peut plus pour financer son truc, on lui fait des dons de 10 000 balles des fois et tout, c'est quand même la galère, quoi. C'est aussi le côté capsule temporelle, je trouve, qui marche là-dessus, en fait, aussi. C'est assez hallucinant de voir comment en 20 ans, en fait, la technologie, elle a évolué, et comment maintenant t'as des mecs qui font des courts-métrages à l'iPhone de fou, et à l'époque, le mec, il galère, quoi. C'est ça aussi que je trouve vachement intéressant, de mon côté. Le film est généreux sur les plans, justement, de hardware des années 90. Et du coup, c'est pour ceux qui aiment bien un petit peu la technique des années 90. Tech porn. Ouais, c'est ça, c'est quasiment du tech porn, et ça fait plaisir. Bah, moi, je trouve que le film, il met en valeur aussi la production de genre indépendante en général aux États-Unis, au-delà de l'époque. Alors oui, ça m'a fait penser au début de Rémi Tappert et Bruce Campbell avec Renaissance Pictures, mais aussi à des choses plus actuelles. Moi, ça m'a fait vraiment penser à A&P Film, dont je vous ai déjà parlé, qui ont fait Slasherette Party et le fameux Murder Size, même si ils ont les moyens. Ouais, elle l'a fait. Mais même si ils ont les moyens. Elle l'a placé. Oui, mais même s'ils ont les moyens modernes d'aujourd'hui, ils galèrent quand même. Hein. C'est un couple qui fait des films dans son garage, de la même façon. Et on a aussi eu des gens un peu plus anciens, Jimmy Burrell, qui a fait Chainsaw Sally. Moi j'ai apprécié qu'on documente à ce point que c'est dur d'aller au bout d'un projet indé de cet acabit, mais pas que dans les années 90 en fait. Ça peut encore s'appliquer aujourd'hui, même si bien sûr le matos est plus accessible et tout. Voilà. Alors tu parles de films aussi, t'as cité Murder Size, je suis désolé, il faut qu'on l'abatte, ce film une bonne fois pour toutes. L'ambition est différente dans le sens où là clairement le réalisateur d'American Movie a l'ambition de percer à Hollywood et tout. Murder Size,
L'ambition, c'est de faire une vidéo porno avec du sang. Oui, mais il y a d'autres types. Mais dans les autres films qu'ils ont fait, il y a d'autres choses. Slasherette Party, il a un peu plus d'idées, quoi, tu vois. Et bien sûr. pareil, Jimmy O'Burrill dans Chainsaw Sally, il y a quand même une esthétique. Il y a quand même une esthétique Totalement. qui est travaillée. Il est assez gore pour son tout petit budget. Et ça mine de rien, même si c'est fait avec 3 bouts de ficelle, ça coûte aussi de l'argent et c'est aussi un chemin de croix pour arriver au bout du projet, quoi. Totalement. Je voulais juste titiller par rapport à Murder Size, ce qu'il faut que t'arrêtes. Mais dans tout ça aussi, il y a quand même un autre film dans le film, le fameux Coven, le fameux court-métrage qui est disponible aussi, qui est vraiment sorti. Amélie, toi, tu l'as vu. YouTube. Il est sur YouTube, Oui. tu l'as vu, du coup, ce court-métrage horrifique. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Dis-nous tout. Eh bien, en fait, quand j'ai commencé à regarder American Movie, je m'attendais vraiment à voir un échec d'un film complètement pourri, fait par un gros con antipathique. Et ce n'est absolument pas ce qu'est American Movie. Déjà, c'est pas des gros cons antipathiques, on finit par bien les aimer, parce qu'ils sont plutôt sympas. En tout cas, on a de l'empathie pour eux. Et le film n'est pas foncièrement mauvais. C'est-à-dire que Marc n'est pas un mauvais réalisateur. Et donc, voilà, c'est pas un genre de fucking Kassovitz pour de l'horreur, quoi. Ça n'est pas ça. C'est-à-dire que, non, vraiment, en voyant Coven, mais ça se voit déjà un petit peu quand, dans le documentaire, on voit qu'il a quand même des intentions de réalisation, qu'il sait où il veut aller, qu'il a des inspirations très précises, qu'il crée pas le truc comme ça... on va dire au fur et à mesure, on voit qu'il a quand même réfléchi à son film, qu'il a réfléchi ce qu'il voulait dire à propos de l'Amérique. Et voilà, c'est un film quand même qui a un message, qui est réfléchi. Donc quand j'ai vu Coven, c'est pas un chef-d'œuvre. Évidemment que c'est pas un chef-d'œuvre. Ça se voit que c'est tourné avec pas grand-chose. Mais il y a une ambiance particulière, ça se tient. Pour résumer un petit peu le pitch, c'est presque un peu autobio. C'est-à-dire que le personnage qui s'appelle Mike, je crois, qui est donc joué par Marc, donc le réalisateur, a aussi le rôle principal. Et donc, ce personnage, c'est quelqu'un qui a un auteur qui n'arrive pas à terminer son bouquin, dont les proches, qui n'est pas très soutenu par ses proches, et qui sombre dans l'alcool. Et ses proches lui demandent d'aller aux Alcooliques Anonymes. Et il se retrouve comme ça aux Alcooliques Anonymes et pris dans une sorte de paranoïa. Il finit par avoir un peu des visions et à être persuadé que ce groupe des Alcooliques Anonymes, ils sont contre lui. Je ne dirai pas la fin du film parce qu'il n'est pas très long, vous pouvez aller le voir. Mais c'est un film d'horreur. Et du coup, effectivement, on voit beaucoup ce que Marc a mis de lui-même dans Coven. Et effectivement, avec ce personnage d'auteur, pas raté, mais d'auteur qui n'arrive pas à mener à bout son projet et qui a l'impression que le monde est contre lui pour le mener à bout. Et finalement, Coven, c'est un très très bon miroir de American Movie. Il faut les voir ensemble, non pas pour Coven en lui-même, mais justement parce qu'il est le reflet de comment Marc se perçoit en tant qu'artiste et en tant qu'auteur et comment il perçoit le monde qui l'entoure par rapport à sa propre création. Du coup, c'est vraiment intéressant. En plus, ça parle aussi de l'addiction aux États-Unis, qui est un vrai sujet, sachant que dans American Movie, on se rend bien compte qu'ils ont tous un petit peu des problèmes, qui avec la drogue, qui avec l'alcool, qui avec le jeu. Donc, ils ont eux-mêmes, dans cette Amérique profonde, de toute évidence, des problèmes d'addiction. Et du coup, Coven est un regard intéressant sur cette Amérique profonde, parce qu'on sait aussi que le long métrage qu'il veut faire, Northwest, est un long métrage sur l'Amérique profonde. Donc, il a quand même un attachement comme ça. C'est presque un redneck, Marc, mais en tout cas dans son style, dans son attitude et dans l'endroit où il vit. Son oncle vit dans un trailer, un trailer park, quoi, dans un mobil-home. Et du coup, on est comme ça sur cette Amérique blanche, un peu white trash, un peu abandonnée de tous. Mais Marc, c'est quand même effectivement un réalisateur qui a une forme de génie, qui a une forme d'amour pour son art et qui sait très bien vers quoi il va. Et effectivement, il se la joue un peu devant les caméras quand il nous sort des grandes phrases alambiquées. Mais il est quand même assez attachant, sa famille est assez attachante, ses amis, moi j'adore le personnage, enfin c'est pas un personnage, c'est un documentaire, j'adore son pote Mike, qui a toujours l'air un peu défoncé, qui rigole pour rien, mais qui est effectivement très drôle à certains moments. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé ce film, que j'ai trouvé particulièrement touchant, et je me suis dit que si on avait filmé certains autres et grands réalisateurs, vous avez pensé à Smith, mais il y a aussi, moi je me dis que, tu vois, Bad Taste, le tournage ça a
lui ressemblait un peu à ça aussi, tu vois. Oui. Un mec qui pendant 3 ans sort avec ses potes le week-end pour tourner des trucs faits avec 3 francs 6 sous et qui, lui, il croit à son projet, quoi. Pendant 3 ans, il le fait. Et d'ailleurs, c'est pas un échec American Movie parce qu'il finit par sortir le film et on voit que ça a été une galère qu'ils ont montée jusqu'au dernier moment. Du coup, pour moi, c'est pas vraiment un échec. C'est pas un film raté. C'est pas un tournage sur un film raté. C'est un tournage sur un film compliqué à faire quand on a juste un oncle un peu vieux et un peu sénile qui veut bien nous filer un chèque, quoi. Sachant que le Marc, il a eu une carrière après. Oui, j'ai vu qu'il a fait un documentaire que je n'ai pas vu sur... Attends, c'était sur quoi ? Sur les personnes qui croient aux ovnis. Ah oui, c'est ça. En fait, je suis hyper intriguée parce que j'ai grave envie de le voir. Et d'ailleurs, le réalisateur de American Movie a participé à d'autres projets de documentaires qui ont plutôt bien marché parce que j'ai vu qu'il avait bossé pour Tiger King, la série qu'on a tous regardée pendant le confinement, sur le documentaire sur Wham aussi. Donc quand même, c'est un documentariste qui a fait ses armes, quoi. C'est le fameux Jim and Andy sur Netflix, pareil, sur le film Man on the Moon de Milos Forman. C'est lui qui a fait le documentaire aussi. Et il joue aussi à droite à gauche. Il a la reconnaissance du milieu horrifique puisque il est apparu dans un pas très bon film mais réalisé par un réalisateur qui a bien percé aujourd'hui, la suite de Cabin Fever de Ty West. Ty West, Maxine, X, maintenant c'est bon, le mec il est mainstream, mais il apparaît dans cette suite qui est un de ses premiers films à Ty West, qu'il a un peu renié, qui était une production très compliquée aussi. Celle qui se passe dans le lycée là, c'est celle-là non ? C'est dans le lycée où tout le monde est infecté et c'est dégueulasse, tout le monde se vomit dessus, y a un mec qui perd sa bite pendant que l'autre perd ses ongles, c'est vrai. Ouais, c'est what the fuck, et il apparaît dedans, donc tu sais, quand même, je pense qu'il a quand même bien été vu par tout le monde et je pense qu'il y a une bienveillance envers ce mec, enfin moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas. Il a des hommages dans des séries, je crois dans les Griffins ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Il a fait un truc, il a fait des voix pour un dessin animé avec Elvira, enfin bref, il a fait quand même pas mal de trucs depuis. Il a un petit caméo aussi dans The One, un film avec Jet Li. Ah putain, le Loki de Marvel, avant Marvel, oui. Qui est exceptionnel, où le Loki le Jet Li du multivers va tabasser les autres Jet Li du multivers. C'est fabuleux, tourné dans un parking, on dirait du Paul Anderson avant l'heure, c'est fabuleux. Je l'avais vu en salle, j'avais surkiffé à l'époque, je pense qu'aujourd'hui ça sera un petit peu plus compliqué. Ah mais c'est mon plus grand fou rire d'un ancien podcast qui s'appelle Shitlist, où j'ai pas pu chroniquer le film, j'étais en fou rire parce que dans ce film il y a un rat qui explose. C'est un... je plug Shitlist, allez écouter cet épisode là, c'est légendaire, on n'arrive pas à finir l'épisode. Je terminerai juste moi sur ce film en disant un truc quand même. Il y a beaucoup maintenant de films de ce genre qui existent, qui créent des sortes de cultes à des films ratés, à des réalisateurs qui ont une sorte de personnalité un peu excentrique. Je pense évidemment à Tommy Wiseau et The Room. Insupportable. Je trouve que American Movie est justement ce que j'aurais voulu voir de l'adaptation de The Disaster Artist en film. Je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, contexte pour les auditeurs qui ne connaissent pas The Room, parce qu'on s'écarte un peu de l'horreur encore une fois. The Room, c'est considéré comme le nanar ultime. J'aime pas vraiment ce terme, mais c'est une comédie romantique foireuse réalisée par un mec hyper mystérieux, aux cheveux longs, qui a un accent bizarre, on sait pas d'où il vient, qui a embarqué son meilleur ami, Greg Sestero, sur ce tournage, et qui a foiré sa carrière en gros à cause de ce film-là, alors qu'il avait un début de carrière intéressant. Il en a écrit un bouquin, du coup, sur ce tournage, qui ressemble beaucoup à du American Movie, mais à l'écrit, c'est-à-dire que c'est très humain. Tu suis des personnages qui ont pas vraiment c'est pas bon, pas mauvais, c'est juste des gens qui font un film et ça foire totalement parce que The Room, ceux qui savent, c'est quand même monumentalement raté. Il y a une adaptation de ce bouquin qui est devenu hyper culte au cinéma par James Franco et Dave Franco, qui eux tombent dans le piège hyper facile de se foutre de la gueule de ces gens qui ont foiré ce film, du coup de Tommy Wiseau, Greg Sestero et tout, et qu'en font une mauvaise parodie pour du coup foutre un maximum de scènes de tournage ratées. Et OMG, du coup le mec il s'est pas réalisé, donc on se fout un peu de sa gueule. MDR, The Room c'est trop nul. Aucun recul sur le sujet, vraiment utiliser ce genre de profil de mec qui veut faire son film dans son coin pour se foutre de sa gueule et en plus faire des millions derrière, tu vois, voilà. American Movie a la jugeote d'esquiver ce piège et d'être un documentaire que je trouvais profondément nuancé dans son traitement des protagonistes, alors que ça aurait pu clairement en fait se foutre de leur gueule à un point pas possible, parce qu'ils ont tous une gueule pas possible. On a cité Mike, le pote de Marc, il est fabuleux. Il est fabuleux. Il est incroyable. On dirait un personnage en fait. Ouais, je trouvais qu'il ressemblait à une fusion de Seb du Grenier et de Étienne Moustache. Oui, avec énormément de weed entre les deux. Voilà. Le mec se nourrit uniquement de weed parce qu'il est jamais redescendu en fait, il est tout le temps là-haut. Le mec, c'est un sachet d'acide ambulant. Je sais pas si vous connaissez la série Workaholic.
Non. Et du coup, Mike, il m'a trop fait penser à ça. Et à partir de là, justement, comme Amélie, je me suis dit, attends, mais j'ai mal compris. En fait, c'est un faux docu. Et en fait, j'ai passé le film à vérifier que c'était un vrai docu. Ça m'a vraiment perturbée. Mais oui. Et c'est là où hyper fort parce qu'en fait, ils sont à la fois très touchants. Et il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais ils partent dans quoi? Et finalement, là où tu pensais que le film allait être. Enfin, moi, j'étais persuadée que ça allait être drôle. Vraiment, quand tu nous as vendu le truc, je me suis dit, ok, ça va être marrant, mais pas en mode on s'en moque, mais plus du genre des effusions de sang qui se passent mal, tu vois. Enfin, je m'attendais vraiment à voir ça. Et en fait, je me suis fait happer dans une espèce de mélancolie, de tristesse. Et du coup, à la fin, j'étais profondément déprimée. Genre vraiment. Ouais. C'est là où c'est très fort. Ouais, par contre, c'est hilarant par instant. Vas-y. Oui, je trouve ça assez intelligent parce que je trouve qu'il prend le spectateur à revers en fait. Parce que je trouve que quelque part, on t'attire par tes bas instincts. Que y a un petit côté où on te dit un peu au début, quoi. Regarde-le, celui-là, il a l'air un petit peu con, non? Voilà. Et finalement, c'est toi qui te sens con à la fin du film parce que tu t'aperçois que ces personnes, elles sont pas si méprisables que ça. Bien au contraire, elles sont même attachantes jusque dans leur sombre travers, quoi. Voilà, parce que il y a un petit côté aussi, comme l'a dit Amélie, où on va dénoncer la misère sociale, quoi, de certaines couches de la population américaine, avec les problèmes d'argent, de famille, de drogue, voilà quoi. C'est pour ça que je dis souvent que c'est striptease, mais en bien. J'allais exactement citer striptease, notamment un épisode qui est, je trouve, la réponse française à ce truc. J'étais en train d'y penser. 600 grammes de hachis avec un réalisateur qui s'appelle Ludovic, qui a 23 ans et qui veut réaliser le prochain grand film français qui s'appelle Liberté. C'est sur YouTube et Dailymotion. Tapez 600 grammes de hachis, ça dure 50 minutes. C'est un grand moment de malaise. C'est le plus long malaise de votre vie. Ouais. Et si vous vous intéressez à l'audiovisuel aussi, c'est fabuleux de voir en fait comment un mec et son ego ne se rendent pas compte de la merde qu'ils sont en train de faire. Et c'est incroyable. Alors Ludovic a réussi à bosser un petit peu dans l'audiovisuel après, mais c'est un autre cas et c'est un hors-sujet, c'est pas sur l'horreur. Mais si vous voulez vraiment voir pas un tournage, mais une production qui part en vrille, c'est là qu'il faut aller, pour le coup. Et pour American Movie, je clôturerai juste en conseillant aussi le film, le documentaire plutôt, à tous les apprentis cinéastes, tous ceux qui s'y intéressent, parce qu'on a des jeunes qui nous écoutent, dont, j'en suis sûr, des gens qui font des écoles de cinéma ou des écoles d'art. Impossible de rester insensible à ce genre de film si vous avez déjà fait un court-métrage pété avec vos potes. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup quand même la production de ce court-métrage d'horreur, avec des séquences qui sont hilarantes, dont une séquence où on doit faire passer la tête d'un figurant dans une porte, et la porte ne se casse pas, donc ce figurant se fait casser la gueule tout le long. Ça rappelle évidemment des souvenirs. Bon, Dario, tu connais, bien sûr, on a fait la même école avec ton méthode et moi j'ai mon Sanctorum, des courts-métrages qui sont en privé sur YouTube. Ne les cherchez pas, c'est pas une bonne idée, mais on a tenté, hein, et c'est forcément, ça touche, quoi. On fera une projection. Une projection de nos courts-métrages. Ouais. Moi, je l'ai pas revu le mien depuis très longtemps, donc je veux pas. J'en ai fait des meilleurs, je préfère projeter ceux qui sont bien, mais... Moi, j'ai fait que des merdes, donc techniquement, ça va être compliqué. Mais pour revenir au truc, allez-y si vous vous intéressez juste à la création, en fait, et à l'enfer que c'est de faire un tournage dans des situations financières un peu compliquées, quoi. Personne n'est au courant, mais de mon côté, il y a une dizaine d'années en arrière, j'ai commencé un court-métrage que je n'ai jamais fini avec des SDF qui se vomissent dessus en musique. Et le truc est en privé sur YouTube. Toutes les personnes avec qui j'ai montré le trailer m'ont dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Schizo Vomitorium, c'était toi? Je ne finirai jamais, mais il y a une petite partie de moi qui est quand même un petit peu fière. C'est l'instant de glisser qu'on a un Patreon qui arrive, et selon la somme lâchée, on peut négocier des choses. En tout cas, moi, Sanctorum, moyennant, franchement, un kebab, il est en public sur YouTube. Alors, Romain, tu te rappelles plus de kebab? Tu te rappelles pas? Plus de kebab. Plus de kebab. Vraiment, les kebabs, ça te réussit pas en général. On laisse ça pour un épisode spécial, dossier jumpscare, s'il vous plaît, c'est autre chose. Non, mais comme du coup, je voulais remercier Dario, et comme il le disait si bien aussi, ceux qui aiment les années 90 vont aimer le film, parce que c'est une superbe capsule temporelle. C'est une super capsule temporelle, et c'est aussi un nom que personnellement, moi, je connaissais pas du tout, parce que dans toute cette espèce de vague de jeunes réalisateurs qui ont émergé du cinéma indépendant américain, on va surtout citer Kevin Smith, Darren Aronofsky ou Harmony Korine, et vraiment à plusieurs moments dans le film, j'ai fortement pensé au cinéma de Harmony Korine, comme disait Amélie, c'est essentiellement des white trash, quoi, des gens qui roulent pas forcément sur l'or et qui veulent faire du cinéma, mais qui sont pas forcément aidés par le cadre dans lequel ils vivent, et pas forcément non plus par les personnes qui font partie de leur entourage, quoi. Mais malgré tout, ils se démerdent et ils y arrivent. Et du coup, toute cette génération de jeunes cinéastes du cinéma indépendant américain, c'est des mecs en fait qui ont grandi avec les
vidéoclub, avec la culture vidéoclub, et qui se sont dit putain pourquoi pas moi quoi. Donc c'est des mecs qui se sont envoyés donc Evil Dead, Zombie, enfin tous ces films là, et qui se sont dit putain mais ça a l'air trop cool de faire du cinéma d'horreur en mode débrouille quoi. Et en fait le personnage principal du film, il va citer La Nuit des Morts Vivants, il va citer Massacre à la tronçonneuse et Zombie de Romero. Et en fait malgré que encore une fois son cadre soit pas forcément le même cadre qu'un mec en fait qui vit à Hollywood, le gars comme on l'a dit arrive à faire quelque chose et se révèle être quelqu'un qui a du talent quoi. Et même si le film est sorti en 99, 20 ans plus tard, je suis quand même très curieux de voir ce qu'il pourra faire par la suite quoi. C'est vraiment encore une fois, c'est une capsule temporelle et je vais pas vous mentir, ce qui m'avait attiré à la base dedans, c'était le fait que, comme disait Romain, on soit potentiellement face à une espèce de grand épisode de striptease d'1h30 quoi, sur un cinéaste complètement cramé, comme peut l'être son pote, là, le fameux Mike, qui est totalement hors sol et qui fait n'importe quoi. Et en fait, le film nous prend par surprise et nous calme très très vite à ce niveau-là. Et à la fin, quand le film est projeté, on est super content pour lui, on n'a qu'une hâte, c'est de le voir quoi. Et même si le truc il est ce qu'il est, il y a plein de défauts techniques ou quoi, on sent que ça transpire vraiment l'amour du cinéma et on n'a qu'une envie, c'est que le mec puisse après en faire un deuxième très rapidement quoi. On va recentrer le débat sur l'horreur. On espère quand même que cette recommandation vous aura plu pour ceux qui vont aller le voir, le documentaire. C'est un petit peu hors sujet, mais pas tant que ça. En tout cas, on a quand même parlé de cinéma, c'est l'essentiel. On remercie Dario qui montre à ses haters qu'il aime des films en dehors de Komodo, et ça c'est beau. Le grand écart absolu d'ailleurs, encore une fois, entre American Movie et Komodo. On a tous ramené un film d'horreur avec un tournage un peu compliqué pour des raisons différentes. J'ai pas leaké le mien encore, je le garde pour la fin. Lily, toi, tu as ramené un certain film de Stephen King. Dis-nous tout. Le seul et unique film de Stephen King. C'est son meilleur, donc. Voilà. C'est le numéro 1, du coup, il est tout seul, comme Dario. Alors, ce film, c'est Maximum Overdrive. Et on peut dire que c'est le plus grand échec de la carrière de Stephen King. Et c'est un film qui est né de la collaboration entre Stephen King et Dino De Laurentiis. Donc, qui était, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, Dino De Laurentiis, c'était un producteur de films italien qui est surtout connu pour avoir alterné entre production d'horreur et films à visée plus commerciale. On lui doit autant La Strada de Fellini et Blue Velvet de David Lynch que Flash Gordon de Mike Hodges ou Conan le Barbare de John Milius. Et il s'est pas mal illustré dans l'horreur quand même, avec Evil Dead 2 et 3 ou les Halloween 2 et 3 entre autres. Et dès 1983, il va se mettre à collaborer avec Stephen King. Il commence par lui acheter les droits de plusieurs textes qui vont donner lieu donc à Firestarter en 1983, puis au film d'anthologie absolument incroyable Cat Size en 1984 et à Peur Bleue en 1985, qui vont tous avoir un certain succès. Si ce n'est pas en salle, ce sera plutôt en vidéo. Et à cette époque, la mention, vous savez que vous avez au début de chaque film, based on a novel by Stephen King au cinéma, elle fait tellement recette à cette époque, donc dans les années 80, qu'il y a plein de médias et même de producteurs qui demandent à Stephen King pourquoi il réaliserait pas carrément lui-même un film. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'Assour, parce que De Laurentiis, il veut pas passer à côté. Il veut lui mettre la main dessus avant qu'il signe avec un autre producteur. Et il avait déjà demandé à King de scénariser des segments de Cat Size, ce qui s'était plutôt bien passé. Par contre, il lui a demandé d'écrire le scénario de Peur Bleue, ce que King avait refusé, contrairement à la croyance populaire. S'il est crédité au générique en tant qu'auteur du scénario, c'est plus parce que on a adapté son roman et que ça fait plus vendre de dire qu'il a scénarisé le film. Mais en vrai, il y a pas touché au scénario. Et ça va un petit peu énerver Stephen King parce qu'il est assez déçu du film Peur Bleue au final. Et c'est ce que De Laurentiis va ensuite utiliser comme argument pour le convaincre de réaliser pour lui l'adaptation d'une de ses nouvelles dont il a acquis les droits plus tôt, donc à savoir Poids lourd, ici issu du recueil Danse macabre, où après le passage d'une comète, la technologie se voit dotée d'une conscience et où des camions vont prendre d'assaut à un groupe de personnes dans une station-service, soit le pitch de Maximum Overdrive,
Et King, il est à une période de sa vie un petit peu compliquée. Il est alcoolique et surtout, il prend beaucoup de cocaïne. D'ailleurs, il a oublié plein de choses qu'il a faites dans les années 80 à cause de ses addictions. Par exemple, il a complètement zappé avoir écrit Cujo. et le tournage de Maximum Overdrive est assez flou dans sa mémoire. Par contre, il reconnaît qu'au moment où De Laurentiis lui fait sa proposition, en lui disant que s'il est pas content de Peur Bleue, il a qu'à faire les films lui-même. Et King, il a l'ego tellement boosté à la cocaïne à ce moment-là qu'il accepte en pensant qu'il est un génie et qu'il peut tout faire. Sauf que sur le tournage qui a lieu en Italie pour des questions de budget, il s'aperçoit assez vite qu'il n'a aucune putain d'idée de ce qu'il doit faire. Ça va surtout être les techniciens qui vont assurer le job à sa place, et notamment un certain Armando Nanuzzi, le directeur de la photographie, qui a d'ailleurs été gravement blessé à l'œil sur le tournage, tellement les conditions de sécurité étaient précaires. Ce même Nanuzzi va même attaquer De Laurentiis pour 18 millions de dollars. Après, c'était peut-être le karma, parce que Nanuzzi, il a un peu escroqué De Laurentiis pour avoir le job, en lui assurant qu'il maîtrisait l'anglais et qu'il pouvait donc collaborer étroitement avec King, alors que pas du tout. Il parlait très mal anglais. Mais bon, De Laurentiis, il a un peu chié dans la colle aussi, en projetant King dans ce milieu auquel il ne connaît rien, dans un pays étranger dont il ne connaît pas la langue. Et la barrière de la langue, ça va d'ailleurs pas mal isoler King sur le tournage. Et même si tout le monde va le trouver quand même assez sympa, surprenamment, cet isolement va pas mal le pousser à se réfugier dans l'alcool. Son interprète sur le tournage, pour l'anecdote, il raconte que King ouvrait sa première bière le matin à 6h pendant la réunion des équipes et qu'à 10h30, il en avait déjà bu 10. Quelle légende. Ouais, du coup, le mec qui était censé superviser tout ce bordel, il était H24 ivre-mort sur le tournage. Et le résultat, il sort 100. Voilà, Maximum Overdrive, c'est vraiment pas très bien. Le film, il a coûté 9 millions de dollars à De Laurentiis, et là où d'habitude, il arrivait très bien à rembourser les adaptations de Stephen King, ne serait-ce que sur le territoire américain, là, le film, il va rapporter 7,4 millions à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il s'est pas remboursé, même à très grande échelle. Et le film a aussi fait sombrer la carrière de Emilio Estevez, qui jouait le personnage principal. Et pour terminer, ce que je trouve très drôle, c'est que dans la bande-annonce de Maximum Overdrive, on voit Stephen King qui joue super mal avec les yeux complètement exorbités et qui nous dit, je cite, « Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont porté mes romans et mes histoires à l'écran. Et j'ai découvert que si l'on veut que quelque chose soit parfaitement réussi, il faut le faire soi-même. » Quand on voit le résultat... Fallait le tenter. Quand on voit le résultat et qu'on sait que King n'aime pas, par exemple, le Shining de Kubrick, on s'aperçoit quand même que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et morale de l'histoire, ne vous droguez pas, buvez de la grenadine, ou alors tirez une leçon de vos erreurs, comme Stephen King, qui reconnaît aujourd'hui que le film est mauvais, que c'est un échec complet et qu'on ne l'y reprendra jamais plus. Voilà. Quel dommage, parce que moi je trouve que c'est un putain de rail de ce film. Un romain. Mais il y a un des méchants de film, c'est-à-dire que le méchant du film qui est un gros camion avec... Cette colline, Romain. La colline arrive, je monte la colline là, je la gravis. Le méchant du film, c'est un poids lourd qui a la tête du gobelin dans Spider-Man. Oui. Le bouffon Et vert. voir le bouffon vert, merci beaucoup. Déjà, moi, vendu. C'est parti. Ensuite, en effet, faut voir cette bande-annonce que t'as citée, Lily, elle est sur YouTube. Elle est dingue, elle est folle. C'est, je pense, le pic de cocaïnomanie de Stephen King. Son regard est blanc. Il voit derrière toi. Il voit tout. L'épice dans Dune. Le mec, il voit l'avenir, il voit tout là. J'ai jamais vu ça. Et en effet, cette période, elle est fabuleuse quand tu t'intéresses à sa carrière. Parce qu'en effet, tous ses écrits, tu peux sentir la cocaïne derrière ou l'alcool. Cujo, c'est un bloc. Il n'y a pas de mise en page. Le mec, il l'a écrit en 2 nuits, coqué comme jamais. Il s'en souvient pas, je comprends pourquoi. Parce que les mots sont écrits sans retour à la ligne, sans rien. Le mec a chié ça, quoi. C'est ouf à voir. Et en effet, il y a Emilio Estevez qui a un regard de chien battu tout le long du film. Mais surtout qui a qu'il envie de partir. Il est censé jouer un camionneur gros bras, mais c'est Emilio Estevez de Breakfast Club, quoi. Oui, ça lui va pas du tout.
c'est compliqué. Ils tentent de lui mettre de la sueur et tout. Ah, le pauvre, ils lui ont dit de laisser pousser sa barbe. Sa barbe ne poussait pas, il a juste une petite moustache de puceau, le pauvre. Enfin, voilà. Alors qu'il était promis à une belle carrière, hein. Ouais. Mais oui, et il y a plein de séquences dans le film qui sont vraiment pas si dégueulasses, surtout quand les machines prennent le pouvoir, qui est une meilleure prise de pouvoir des machines que dans Terminator 3, je tiens à le dire par exemple, où tu as un putain de distributeur de canettes qui démonte un mec à un moment, ou un distributeur de billets qui dit à un mec d'aller se faire enculer, et moi je trouve ça incroyable. Oui, mais en fait, je trouve que c'est que des petites... comment on dit déjà c'est des petits gags. Des fulgurances, voilà. Je trouve que c'est que des petites fulgurantes parce qu'au final, le film, sur le papier, ça a l'air dingue, ça a l'air très 80 et concept what the fuck, mais dans les faits, c'est super chiant. Bah, c'est un peu vide, quoi. Ouais, voilà, on passe quand même l'essentiel du film à se regarder dans le blanc des yeux dans la station-service et à se dire mais putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les camions prennent vie ? Voilà, c'est ça les 3/4 du film quand même. Mais pourquoi pas, au fond, pourquoi pas ? Mais en effet, c'est pas peu chier, hein. Il y a un petit best-of d'ACDC dans la soundtrack en plus, pour ceux qui aiment ACDC, c'est pas leur meilleur son, mais ça élève un peu le film quand même au niveau de la soundtrack. D'ailleurs, on se souvient plus de la soundtrack souvent que du film, malheureusement. C'est une compile de vieux morceaux d'ACDC, hein. Il y a que trois titres inédits, hein. C'est pas non plus... Ah ouais, mais ils ont fait toute la promo là-dessus. Ouais. C'est ça le truc, quoi. En tout cas, je suis friand du film, pas premier degré, mais j'ai le DVD que j'ai trouvé dans un tout à 2 € un jour, et ça me va très très bien. Et ben moi, j'ai le DVD, le Blu-ray et la VHS. Il ne déçoit jamais. Ouais, c'est fou, hein. Elle est forte, elle est très très forte. Si quelqu'un a le laserdisc, qu'il me l'envoie. Quelqu'un l'a vu ici, Maximum Overdrive ? Ouais. J'ai jamais eu cette chance. Il y a longtemps, j'ai aucun souvenir, hormis la canette qui arrive dans les couilles d'un gars, et point final. Ouais, évidemment, tu te souviens de l'essentiel, te connaissant. Pour le coup, moi je l'ai vu, j'ai vu toutes les adaptations de King, donc c'est comme ça que... Est-ce que tu as vu Trucks ? Oui, cette merde, je l'ai vue. Dans une qualité désastreuse. Ouais, je l'ai en DVD. C'est un téléfilm qui a été fait des années plus tard, adapté de poids lourd. Et ça ne sauve pas les meubles, malheureusement. C'est un désastre aussi. Voilà. C'est la cuite par-dessus la cuite, tu vois. Mais en vrai, je crois que c'est juste que un poids lourd, c'est pas une très bonne nouvelle de Stephen King. Donc du coup, le matériel de base est pas dingue non plus, quoi. Ouais. On va passer au film suivant qui a été apporté par Mylène. Un film un peu plus connu quand même, un peu plus apprécié. Scream. Alors non pas Scream. Scream a l'air d'avoir une production un peu plus chill que les films évoqués aujourd'hui quand même. Alors j'ai pris Scream 3. C'est ce que j'allais dire, ouais. Non, c'est pas Scream 3, c'est La Malédiction, le tout premier. Ouais, j'ai pris La Malédiction de 76 réalisé par Richard Donner parce que moi j'aime bien les petites anecdotes autour des tournages qui font un peu peur, tu vois. Et du coup, donc La Malédiction, pour ceux et celles qui l'ont pas vu, parce que c'est possible que certains n'aient pas vu, c'est un film autour d'un enfant qui serait l'antéchrist. Et du coup, le petit Damien qui est habillé comme le mec d'ACDC et qui tue des gens en les regardant avec un petit sourire malicieux. Voilà. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé autour de La Malédiction, donc durant le tournage, il y a pas eu du tout de problème, tout s'est très très bien passé, mais c'est autour du film qu'il y a eu des petits soucis. C'est-à-dire que déjà avant le film, ils avaient un conseiller religieux qui leur a dit « Oh les gars, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, franchement, s'attaquer au diable, c'est un peu l'invoquer, ça va mal finir. » Et du coup, ça les a possiblement rendus un petit peu parano parce que effectivement, il y a eu beaucoup d'accidents autour de l'équipe, c'est-à-dire qu'il y a notamment l'un des acteurs qui se rendait en Angleterre qui a eu son avion foudroyé par la foudre. Ensuite, un autre membre de l'équipe, quelques jours plus tard, a eu son avion aussi foudroyé par la foudre. On a eu aussi de nombreux accidents un petit peu étranges. Alors là, encore une fois, c'est des histoires qui sont racontées par l'équipe du film. Je trouve qu'il y a aussi un espèce de décorum autour de l'histoire, parce qu'il y a des trucs qui sont un petit peu too much et j'ai du mal à y croire. Notamment... l'un du coup des mecs des effets spéciaux en fait qui a eu un accident de voiture, sa femme s'est fait décapiter, donc l'équipe du film aime à dire que cette scène rappellerait l'une des scènes, enfin que cet accident rappellerait l'une des scènes du film, et ils sont apparemment ils ont eu l'accident sur une route près d'un panneau qui s'appellerait Omen avec 2 M,
avec marqué 66,6 km. Voilà, là j'ai vraiment du mal à croire que l'histoire est vraie. Eux ils disent que c'est vraiment vrai, mais pour le coup je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Donc on a eu ce type d'accident. Aussi le mec qui était en charge des animaux sur le tournage s'est fait notamment manger par un lion. Mais là encore, on va dire que les histoires reportées étaient pas très nettes parce que suivant les journaux, c'était marqué un lion ou un tigre. Donc on n'a jamais trop su. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est fait manger. Voilà. Donc pas pendant le tournage, mais après le tournage. En entier, quoi. Voilà, en entier, il s'est fait manger en entier. Ouais, il s'est fait manger, donc oui. Il est mort. Il est mort. Oui. Pardon. Il n'a pas. On dit ça avec beaucoup de respect, bien sûr. Désolé, il n'a pas survécu au fait de s'être fait manger. Bizarrement, ça se passe rarement bien, ce genre de choses. Et le dernier accident qui s'est passé, c'est que Gregory Peck, donc le même acteur qui avait vu son avion se faire foudroyer par la foudre, devait prendre un avion pour rejoindre le tournage. Et du coup, il a annulé cet avion. On ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, quelques jours plus tard, il a appris que cet avion s'était crashé et qu'il y avait eu 6 victimes. Donc là, on peut dire que pour le coup, lui, il l'a échappé belle. Donc voilà, en fait, tous ces événements ont fait que la malédiction a vraiment eu une espèce d'appellation de film maudit, mais plus en mode vraiment, il y avait une malédiction autour du film parce qu'on avait parlé justement du diable, du satanisme, parce qu'il faut rappeler que dans les années 70, les films qui évoquaient ce genre de thématique avaient justement la réputation d'être maudits. On aimait bien aussi, pour les films d'esprit par exemple, dire que le fait d'avoir parlé des esprits, ça avait réveillé des malédictions comme pour Poltergeist. Enfin voilà, c'était aussi un espèce d'argument de com où on aimait bien mettre en relation ce qui se passait autour du film comme étant vraiment l'invocation du démon. Donc c'est ce qui s'est passé pour la malédiction. Et je trouve ça à la fois fascinant et voilà, encore une fois un peu tiré par les cheveux. Mais j'avoue que j'aime bien faire un lien parce que du coup La Malédiction, c'est un film qui a notamment pas mal inspiré Destination Finale sur des plans de mise en scène. Et je trouve ça assez improbable que le premier Destination Finale se joue autour d'une bande d'ados qui va sortir d'un avion parce que l'un d'entre eux a une vision et que l'un des acteurs principaux, du coup, a failli mourir dans un avion et finalement s'est rétracté et s'est sauvé un peu en annulant son billet. Du coup, c'est un parallèle qui n'a rien à voir, mais un peu comme toutes les malédictions autour du film. Donc voilà, je trouve ça très très drôle. Et toutes ces infos, du coup, je les ai découvertes grâce à une série de docu qui est très très chouette, qui a 2 saisons, qui s'appelle Cursed Film et qui parle notamment de tournages comme Poltergeist 3, qui parle aussi de l'Exorciste, du Magicien d'Oz, voilà, et qui explique en fait les vrais faits, qui démontent aussi parfois les faits. Notamment dans The Omen, ils vont faire venir en fait des églises sataniques pour parler en fait du fait qu'on a aussi fait beaucoup de liens qui n'avaient pas forcément de rapport avec la malédiction. Bon, c'est un peu perché. Pour le coup, là, il y a quand même un mec qui, à la fin, pose une malédiction sur un film qu'on va biper. J'ai trouvé ça très très drôle, mais c'est un peu perché. Mais du coup, ce format de vidéo, si vous aimez bien les anecdotes comme ça sur les tournages, c'est très chouette parce que là, en l'occurrence, pour The Omen, ce qui est cool, c'est que on a Richard Donner qui va témoigner, le scénariste. Enfin, du coup, c'est chouette. C'est pas que des gens qui vont parler du tournage autour et qui ont pas du tout fait partie du projet. Donc ça, c'est plutôt cool. Et effectivement, si vous êtes très curieux, de mémoire, il y a 7 épisodes par saison. Et du coup, pour l'instant, il y a 2 saisons qui sont disponibles sur Shudder. Et vraiment, c'est très très cool. C'est assez inégal. Il y a des trucs qui sont plus perchés que d'autres, mais c'est chouette quand même. Quelqu'un l'a vu ? Du coup, c'est un des films les plus cultes du genre. Tout le monde l'a vu, celui-là. Oui, je l'ai bien vu. Vu que Mylène me l'a fait subir. Ah non, tu l'as pas revu le 1, t'as pas voulu, on est passé directement au 2, Lily. Oui, c'est bon. Non, mais c'est pas que c'est pas que c'est un mauvais film, c'est juste pas trop mon truc. Voilà. On passe à l'aérobic, c'est ça ? Ça manque de nichons et de gore, j'avoue. Voilà. Mais j'ai fait voir toutes les suites à Lily qui a souffert. Parce qu'il y en a beaucoup des malédictions. Il y en a 4. Ouais, on a vu les 4. Je pense qu'il y en avait plus. Minimum pour moi, c'est 4. Minimum. Ouais, pour moi, il y en avait beaucoup plus. Enfin, il n'y a pas eu de fausses suites de merde. Non, il y a. Non, ça suit. Hein. Non, il y a juste le 4. vraie suite. Le 4, c'est avec une gamine, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Mais il me semble qu'il y en a peut-être un peu plus. Mais après, c'est marrant parce que ce qu'on s'est rendu compte avec Lily, c'est que le 4, au niveau du scénar, il y a des éléments qui sont assez similaires avec The First Omen. Et du coup, on s'est dit, dis donc. Il faudra qu'on en parle un jour de First Omen parce qu'il y a plein de choses sympas dedans. C'est un des films d'actu que je regrette avoir loupé pour l'avoir rattrapé récemment. C'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ouais. Ou pas.
Limite, t'as pas de cœur. C'est vraiment pas ton truc. Gardons ce débat pour un autre truc. T'as parlé d'un mec mangé par un lion, Mylène. Mathieu a justement ramené un film spécial avec des lions, justement, qui a merdé, qui s'appelle Roar, je sais pas. Roar. Couché. Roar, c'est une de mes Madeleines de Proust depuis très longtemps. Enfin, je sais que je peux être en boucle un petit peu sur 2 ou 3 films, notamment Les Diables, mais Roar, voilà, ça arrive aussi très très rapidement dans les conversations. Roar, voilà, c'est comparé à tous les films qu'on cite tout le temps quand on parle de tournage compliqué ou quoi, de la merde. Roar, en fait, il les explose tous. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un film qui a bidé complet quand il est sorti en 1981, et c'est un film qui a mis 11 ans à se mettre en place et pour lequel il y a eu 5 années de tournage. Mais 5 années de tournage en enfer. C'est-à-dire que à la base, Roar, c'est l'idée d'un homme qui s'appelait Noël Marshall, qui était producteur et qui, depuis la fin des années 70, donc depuis 69, était passionné par les fauves, par les tigres, les lions, les panthères, tout ça, et gardait dans un coin de sa tête l'idée de faire un film un jour avec le maximum de fauves possible pour alerter sur la condition animale, sur la préservation de ces bêtes, etc. Étant producteur, il a, quelques années plus tard, produit L'Exorciste de William Friedkin, donc film qui a eu un petit succès quand même. Je crois que j'en ai entendu parler, ouais. Voilà. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que, de fait, le gars est devenu assez riche. Il a, pendant un petit moment, vécu donc avec sa femme de l'époque, qui était donc Tippi Hedren, donc actrice dans le film d'Hitchcock, Les Oiseaux, encore une histoire de bestiole. Donc il a donc avec sa femme vécu avec un lion dans leur propriété pendant plusieurs mois. C'était un lion qui s'appelait Neil. La fille de Tippi Hedren, qui est donc Mélanie Griffiths, qui à l'époque était toute jeune, je crois, elle avait 13 ou 14 ans, avait donc vécu elle aussi avec cette bête. Et il y a des photos qui existent que vous pouvez trouver sur internet. Si vous tapez Mélanie Griffiths, Noël Marshall, Beast, enfin je sais pas, enfin tapez les mots-clés qui se rapportent à ça, vous allez très rapidement tomber dessus et vous voyez en fait une riche famille américaine qui vit avec un lion, qui se promène de partout dans la maison, qui grimpe sur la table, qui flanque des coups de patte quand un gamin essaye de sauter dans la piscine au vol. Enfin, c'est totalement lunaire et c'est vraiment un truc très ancré dans les années 70. Enfin, 50 ans après, je ne comprends toujours pas comment quelqu'un a pu trouver ça normal. Mais du coup, apparemment, la famille s'est quand même bien acclimatée au lion. Enfin, c'est bien habitué à sa présence et visiblement le lion aussi. Ce qui fait qu'après, Noël Marshall s'est dit « Ok, c'est bon, maintenant, le film que j'ai en tête depuis un petit moment, on va pouvoir le faire. » Et ils ont racheté une espèce de vieille propriété qui était en bordure de Los Angeles, je crois de mémoire, pour la transformer en une espèce de bâtisse qu'on aurait pu croire paumée au fin fond de l'Afrique. Et Noël Marshall va faire venir des tonnes et des tonnes et des tonnes de fauves. Et pas que, d'ailleurs, il fait même venir des éléphants, des tigres, alors qu'il n'y a absolument pas de tigres en Afrique, enfin bref. Ça se compte vraiment par centaines. Il va essayer de tourner un film au milieu de tout ce foutoir. Et ce qui va... à la base, il y avait 6 mois de tournage de prévu, et 6 mois de tournage, ça va se transformer petit à petit en 5 ans. 5 années pendant lesquelles 70 membres de l'équipe technique va subir en fait des morsures, des griffures, voire même des fois pire. Mélanie Griffiths va avoir le haut du visage en fait arraché et va même être à 2 doigts de perdre un œil. C'est un plan qui a été d'ailleurs gardé dans le film. Et à un moment donné, il y a un lion qui lui attrape le haut du crâne. En fait, on a l'impression qu'il lui tire les cheveux et en fait, il lui déchire une partie du haut du front. Et Noël Marshall, donc le réalisateur qui lui en fait est à fond là-dedans et ne comprend pas forcément pourquoi tout le monde est en panique, lui va être mordu à la main. Cette prise est aussi gardée pendant le film. On le voit saigner à un moment, c'est pas du trucage, c'est vraiment son sang. Et il se réfugie à un moment donné dans le rez-de-chaussée de la maison, où il y a, je sais pas, au bas mot, une vingtaine de fauves qui se grimpent dessus. Et le mec a l'air parfaitement zen, même s'il y en a 3 qui lui grimpent dessus et que le mec pisse le sang, quoi. Tippi Hedren va avoir la jambe fracturée. Et le directeur photo, qui était Yann de Bont, donc directeur photo des films hollandais de Paul Verhoeven avant qu'il vienne à Hollywood, et futur réalisateur de Twister, dont la suite sort dans quelques jours là au cinéma. Et Speed, réalisateur aussi de Speed, ouais, et de Tomb Raider, enfin bref. Le mec était donc directeur photo sur ce truc-là pendant, je le rappelle, 5 années, donc 5 années à risquer sa vie en permanence. Le mec a été scalpé. Il a eu 220 points de suture à l'arrière du crâne. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a eu donc 70 personnes de l'équipe technique qui ont été mordues, scalpées,
qui ont fini donc à l'hosto. Aucun animal par contre n'a été blessé, mais le truc c'est que le film quand il sort fait un bide complet parce que ce qui devait être à la base une espèce de petite comédie un petit peu pour la famille avec des petits fauves gentils voilà dans une maison avec une famille dont le père est divorcé, tout ça, enfin c'était un truc un peu familial quoi. Et ben au final le truc est vraiment horrible, c'est-à-dire que c'est on a peur, c'est un des rares films, un des rares exemples dans l'histoire du cinéma où c'est pas le spectateur qui a peur pour les animaux, mais c'est le spectateur qui a peur pour les acteurs qui jouent avec des animaux. C'est-à-dire que les films où en fait des animaux se font massacrer devant la caméra, il y en a malheureusement beaucoup, mais des films où on craint que ce soit des acteurs qui finissent bouffés par les animaux du film, il y en a très peu. Et Roar, c'est vraiment un cas d'école d'une idée qui juste n'aurait jamais dû émerger dans le cerveau de ce gars, parce que c'est vraiment très ancré dans les années 70 encore une fois, et quand le film sort en 80, donc il fait un bide, Noël Marshall et Tippi Hedren vont même se séparer. Ils vont pas non plus être totalement dégoûtés des fauves, parce que je crois Tippi Hedren va continuer des années plus tard à gérer une fondation donc qui lutte pour la préservation en fait des fauves, et le film va comme ça être une espèce de petit film culte qui va circuler un petit peu dans les étagères des vidéoclubs, mais qui va petit à petit tomber dans l'oubli jusqu'à ce que au milieu des années 2010 une boîte décide de retrouver le film et de le restaurer en haute définition, ce qui fait que le film est ressorti en salle. Donc moi c'est comme ça que je l'ai découvert vers 2016 ou 2017, quelque chose comme ça. Et quand je suis tombé donc sur la bande-annonce que j'ai vue donc via YouTube, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir, qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin le film est une aberration du début à la fin, j'ai trop envie de le voir. J'ai fini par le voir, j'ai totalement halluciné devant, j'en ai parlé vraiment à tous mes potes. Et aujourd'hui, donc le film est ressorti en salle et existe depuis en DVD, en Blu-ray, dans une version restaurée. Et je crois de toute l'histoire du cinéma, c'est un des films les plus fous qui existent. Et la tagline qu'on voit sur l'affiche et dans la bande-annonce au moment de la ressortie, qui le vend comme étant le film le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Pour une fois, je trouve que c'est vraiment pas exagéré et que c'est vraiment le film le plus dangereux de l'histoire, quoi. Après, quelle idée de merde d'avoir ramené autant de fauves sur un tournage. Enfin, oui. Sans jeter la pierre, tu vois, bon, on va pas non plus tomber dans ce débat, mais c'est quand même une belle idée de merde. Mais en fait, ça fait des super belles images, quoi, parce que... Bien sûr. Quand t'as un ou deux fauves, déjà, c'est cool. C'est cool si t'es réalisateur, t'as ça dans ton film et tout, c'est impressionnant. Mais là, vraiment, il y a des plans où t'as un acteur qui est seul dans une pièce avec 15 fauves qui se grimpent dessus, des fois qui se battent et tout, qui se flanquent des coups de griffe. Et il y a des moments, vraiment, enfin, quand je te dis qu'il y a des moments, vraiment, on a peur pour les acteurs, on a peur pour leur vie, vraiment, c'est pas... j'exagère pas, quoi, parce qu'il y a des coups de patte, des coups de griffe qui passent vraiment à 15 cm du visage, et on se dit putain mais c'est un miracle que personne ne soit mort sur ce film, quoi, compte tenu de tout ce qui s'est passé et du nombre de points de suture que ça a généré, quoi. 22 points de suture. Il n'y a pas eu de poursuites judiciaires qui ont été mises en place après, parce que quand même, quoi. Ouais. Pas à ma connaissance, mais je sais que ça a mal fini pour Noël Marshall, ça a mal fini pour pas mal de monde, mais heureusement, enfin ça a pas mal fini au point qu'il y ait des morts sur le truc. Mais après, d'un point de vue juridique, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais voilà, quoi. Il y avoir des petits pots de vin histoire de les calmer derrière, parce ouais, que moi je repars de enfin moi je me fais scalper sur le tournage où je débarque, enfin après j'ai intérêt quand même à bien me payer. Après je pense qu'ils ont été prévenus, hein. Je pense qu'ils sont pas arrivés... Ils étaient prévenus, mais c'est le côté vraiment... tout le monde est totalement inconscient. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça que j'adore dans le cinéma des années 70, c'est qu'il y a des trucs qui ne pouvaient être faits qu'à cette période et qui ne pourront plus jamais être refaits, parce que c'est des cas où toute l'équipe technique en fait est complètement... Après, peut-être tant mieux, est complètement quand même, fucked up et ça donne un truc totalement aberrant, quoi. Mais que je trouve fascinant. Après, on dit qu'ils sont prévenus, mais ça se voit à l'image qu'il y en a certains qui ont peur. Bien sûr. La peur, elle se voit sur le visage des acteurs, quoi. Je pense qu'ils ont minimisé les trucs, vu qu'ils se rendaient pas compte, c'était un peu en roue libre, quoi. Oui, parce que en l'état, le film est pas forcément très bon si tu l'analyses d'un point de vue de la mise en scène, de la technique ou même du scénario. Enfin, l'histoire, elle est vraiment bateau, quoi. C'est juste un père de famille qui s'apprête à recevoir ses enfants et son ex-femme. Et au moment où ils arrivent dans la maison, lui doit s'absenter pour je sais pas quoi. Et du coup, t'as toute la petite famille qui se retrouve dans une maison qui est en apparence vide, mais à un moment donné, ils vont se rendre compte que le truc est infesté de fauves qui sont planqués dans les placards, derrière les portes ou quoi. Et ils vont tenter de survivre jusqu'à ce que le père revienne et tac, boum, fin du film. Enfin, vraiment, ça va pas chercher plus loin que ça, mais il a fallu, n'empêche, 5 ans pour tourner ce truc totalement aberrant. Et encore une fois, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort. Ouais, non, mais après, quand je voulais dire ils sont prévenus, c'est que je pense comme Mathieu, c'est qu'ils sont tous fucked up, que même s'ils sont terrifiés, parce que t'as un grand fauve en face de toi, t'es terrifié, mais que de base, on leur a quand même dit, vous allez tourner avec des grands fauves, et qu'ils se sont dit,
c'est génial, j'y vais. Hein. Donc voilà. Donc porter plainte derrière, c'est compliqué. Peut-être qu'eux aussi étaient persuadés de leur côté d'œuvrer pour une cause ou même je sais pas, de révolutionner l'histoire du cinéma en mode putain, on est en train de tourner un truc, les gens n'ont jamais vu ça. Et de fait, oui, c'est un film, c'est un cas unique dans l'histoire du cinéma, mais le résultat est pas très bon, mais il est juste absolument terrifiant, quoi. Et est-ce qu'il est facilement trouvable, ce film ? Oui, très facilement trouvable. Très facilement trouvable. Il existe en DVD, il existe en Blu-ray, je crois que c'est Rimini, si je dis pas de bêtises, qu'il a réédité il y a quelques années. Le film était même ressorti en salle via Carlotta. Non, ça se trouve très facilement en DVD, en Blu-ray. Les bandes annonces sont faites sur YouTube. Enfin, c'est très facile. C'est qu'il y a tellement de gens qui ont été dans ce projet pendant tellement longtemps que cette inconscience collective, elle est dure à expliquer, quoi. Parce qu'au bout de 5 ans, le projet il est connu à Hollywood, en fait, tout le monde le sait. Ouais, c'est ça. Genre, n'y va pas. C'est ouf, c'est beau. Je checkerai, en tout cas. D'ailleurs, les titres et les infos des films sont en description pour ceux qui nous écoutent. Je vais clôturer avec un film français de Bernard Launois. Oui. Le fameux. Ça va être un peu plus drôle. Je sais pas si on le placera un jour, donc je le place ici. Et c'est le film qui a lancé ma carrière de wannabe cinéaste, n'oublions pas. Puisque en 2018, Romain, il est tranquillement en école de cinéma. On lui dit de faire un portrait de quelqu'un, n'importe qui, ça peut être un random, n'importe qui, et moi je contacte Bernard Launois pour parler de son film le plus culte, le splendide Devil Story. Devil Story même, c'est mieux avec l'accent. Il était une fois le diable, un film d'horreur français sorti en 86, qui devait concurrencer les Américains à leur propre jeu et devait être l'exorciste français. Un gros blockbusters, en tout cas c'est comme ça que c'était annoncé par Bernard Launois dans les images de tournage qui existent. Résumé du film, très bref, j'ai essayé de faire un truc qui a du sens, enfin savoir que ce film n'a pas de sens. Ce film n'a pas de sens. Mais j'ai tenté. C'est une femme qui se fait prendre en chasse par un monstre difforme, serial killer en uniforme nazi. Elle se fait aussi prendre en chasse par la mère du monstre, qui est juste une gitane. Qu'est-ce que ça dit des gitans ? Je ne veux pas le savoir, en tout cas, personnellement. Elle tombe sur une momie, qui est aussi accompagnée de la sœur jumelle de cette femme, avec une perruque gigantesque, qui est en couple avec la momie. Et dans tout ça, un chasseur chasse le cheval du diable, qui est la clé de tout ça, en tout cas. Il y a aussi... Il y a un bateau. Il y a un bateau qui sort d'une colline. Il y a un truc d'équinoxe, c'est des légendes pirates. Personne ne sait. J'ai tenté de faire un truc qui a un peu de sens. Ne cherchez pas plus loin que ça. Bernard Launois, c'est un cinéaste qui est très 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 âgé. Il a 94 ans actuellement. Il a réalisé des comédies françaises d'époque. Touche pas à mon bignou, Sacré gendarme. Vraiment des trucs un peu oubliables de l'époque. Et il décide de se lancer dans le cinéma d'horreur sur un coup de tête, parce qu'il n'est pas forcément fan. Lui, on lui propose un scénario, il se juge en fait capable de tout faire. Il a un ego à l'époque, et il se lance dans cette aventure qu'est Devil Story. Ceux qui connaissent le film savent très bien ce qui s'est passé. Bon, le film est une abomination. Bernard Launois, il sait pas comment réaliser un film d'horreur. Ils arrivent en Normandie avec son équipe technique qui est composée beaucoup de sa famille, surtout, pour économiser de l'argent, parce que Bernard, c'est un gros radin. Et même s'il a un peu d'argent, il va tout faire pour économiser. Ce qui se fait que les costumes du film prévus de base, que les acteurs et les actrices surtout ont essayé, ne sont pas les mêmes sur le tournage, notamment Véronique Renaud, qui est l'actrice principale du film, qui joue 2 personnages, l'héroïne pourchassée, et sa sœur jumelle maléfique, qui a une perruque que personne n'oserait, en fait. Ils tournent leur film avec quand même quelques maquillages sympas, et Bernard, en fait, il est sur le tournage et il dit à tout le monde, ça va tout défoncer, les mecs, c'est incroyable. Sauf que, il se retrouve avec 52 minutes de rush. Donc t'as un splendide moyen métrage. Pourquoi, selon Bernard Launois ? Parce que les techniciens audiovisuels ne faisaient pas leur taf. On l'entend dans le making-of dire « Oh, les mecs de la NPE, là, ils me cassaient les couilles », ou à dire « Oh, ils voulaient juste des heures supplémentaires, ils étaient pas là pour bosser, etc. » Suivi de « Oh, la script, une communiste celle-là, elle m'a cassé les couilles, Tout ça, c'est issu de diverses interviews, une menée par Régis Brochier de Nanarland pour le Blu-ray du film, et une que j'ai menée en 2018 avec le réalisateur dont j'ai fait le portrait pour mon école. La boucle se boucle. C'est cette interview-là, qui est totalement amateur, que vous retrouvez dans le Blu-ray du film français chez Pulse Édition et aussi chez Vinegar Syndrome. J'ai remonté les rushs et c'est d'ailleurs le début de ma carrière de vidéaste pro. Voilà, donc merci Bernard au passage si tu passes par là. Devil Story, je lui dois beaucoup malgré le fait que c'est de la merde.
Le délire de Devil Story, c'est que du coup, avec 52 minutes de rush, il se retrouve à devoir tirer sur la pellicule. Ce qui fait que chaque plan est étiré au maximum avec le gras. L'avant, la fin, on est à ça de voir le clap dans le cadre. Et il s'est dit, mais pourquoi pas répéter des séquences. Ce qui fait qu'il y a une séquence d'un chasseur qui chasse le cheval du diable. C'est probablement la plus grande scène de l'histoire du cinéma. Les personnes qui ont vu comprendront. Mais vraiment, c'est inégalable. Vous n'avez jamais vu ça. Toutes les 5 minutes, vous vous tapez 2 minutes de mec qui tire au fusil à pompe sur un cheval. C'est les mêmes plans, répétés avec la même musique, sachant... Il tire sur tout sauf sur le cheval. Le cheval ne bouge pas. C'est un plan du cheval qui court, suivi d'un contre-champ du mec qui tire aléatoirement en criant « Oh, c'est l'autre cheval du diable !» Le truc, c'est que cet acteur ne pouvait pas parler et tirer en même temps. Il était apparemment à table avec Bernard Lenoy et disait « Moi, je suis mieux que Gabin, etc. » d'après ce que me disait Bernard. Mais sur place, le mec savait pas en fait tenir un fusil et parler en même temps. Ce qui est tout à fait basique en fait. Enfin, on dit d'appuyer sur une gâchette et de crier en fait, c'est tout à fait, c'est accessible. Il n'y arrivait pas. Ce qui fait que tous les plans, c'est soit lui qui crie, soit lui qui tire, soit un plan du cheval pour essayer de donner un peu de sens à tout ça. Ça durerait 30 secondes, il n'y aurait pas de souci. Sauf qu'en fait, tout le film, c'est lui qui tire sur ce cheval de merde. C'est un fil rouge. Il commence... Ouais, non, mais c'est vrai, parce que au début du film, il fait nuit, il fait c'est le cheval qui est la clé, je reviens, je vais le niquer. Et en fait, toute la nuit... Tu le vois tirer sur ce cheval dans une plaine, et le matin, l'héroïne qui est pourchassée le retrouve sur cette plaine, elle apparaît en mode « Ah, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi » et tout. Et il fait « Non, c'est le cheval qui est la clé », et le mec reste là pour niquer ce putain de cheval. On sait pas pourquoi, donc il a tiré sur un cheval toute la nuit, et en plus, il se fait one-shot par une momie juste après. Momie, d'ailleurs, on sait pas pourquoi elle est là. Elle sort d'un sarcophage qui n'a pas de fond, au passage. Personne ne saura pourquoi, ils appellent le budget pour tout le sarcophage. Sûrement un accessoire qu'ils ont trouvé pas cher. Hein. Ah mais oui, mais c'est que ça. C'est ça, il a dit « Putain, il y a une momie pas chère, je la prends. » Je vous incite à trouver ce vieux DVD de Nanarland où il y a des séquences commentées par Bernard Lenoy qui est d'une mauvaise foi absolue et d'un racisme total en plus, parce que le mec il date d'une époque un peu vieille, il a quelques regrets d'une époque passée visiblement, j'en parlerai juste après. Il nous parle du fameux plan d'un bateau qui sort d'une colline, tu sais, qui sort, qui pète une montagne, et d'un coup t'as ce splendide bateau et tout, et le mec il est en mode oh ça c'est les Pakistanais qui l'ont fait, écoutez pas cher, tu vois, il s'en bat les couilles, il balance. C'est comme nous aujourd'hui avec Fiverr en fait, c'est pareil. Ouais, c'est ça, mais c'est la version raciste un peu, tu sais. C'est voilà. Et du coup, je me retrouve à interviewer Bernard pendant plusieurs longues heures où il divague. Pour l'anecdote, il me parle d'un bouquin qu'il a écrit de sa vie sous l'occupation et de tout ça, et il commence à me dire que c'était pas une époque si pire que ça. J'étais en sueur. Et que 94 ans, le mec était jeune en fait à cette époque-là, tout ça. Et d'ailleurs, son Facebook est spécial. Ah ouais, il est compliqué. Le Facebook de Bernard, c'est une aventure, en tout cas, mais allez-y, c'est un ovni. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de ces 52 minutes qu'il a étirées pour avoir 1h20, il a fait des reshoots dans le bois derrière chez lui. Ce qui fait que t'as 15 minutes au début de ce putain de monstre nazi qui tabasse des gens au hasard dans la forêt. C'est un peu une sorte de... vous savez, le film qui sort bientôt, le slasher inversé, là, In the Violent Nature, où tu suis un Jason Voorhees dans la forêt. C'est exactement ça, fait avant l'heure. T'es en train de comparer Devil Story avec... Ouais, quand même, c'est chaud. La colline. Je suis depuis tout à l'heure, je m'en fous. Coquet comme jamais. Non, mais là, tu viens de sauter de la colline. Là t'es plus dessus. Hein. Mais sans parapente. Non, mais tu suis tout ça et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? En plus, ça s'ouvre vraiment sur un plan de ce monstre nazi qui sort d'une tente avec un zoom oufissime sur lui et une musique faite au synthé que t'as acheté à Casino à côté. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais il y avait sûrement un stockage à côté de chez lui. Il se prend les pieds dans le fil de la tente aussi. Oui, il se prend les pieds dedans. C'est incroyable. Il aurait pas pu en fait le faire s'il voulait le faire. C'est l'authentique film raté. J'aime pas le terme nanar, c'est toujours un peu utilisé à tort et à travers. Par contre, si vous voulez vous subir un des rois du genre, lancez Devil Story, il est trouvable hyper facilement. C'est exceptionnel. Tout est raté, rien ne marche. Mais pour toutes les personnes en fait qui pensent genre à tort que The Room c'est le nanar indépassable, on pourra pas faire pire, oh là là, non, Devil Story. Regardez Devil Story, franchement The Room à côté c'est du Kubrick. Mais dis-moi Mathieu, est-ce que t'aurais pas fait une vidéo sur Devil Story avec un certain Romain Oulès par hasard? Mais oui. Non mais je voulais pas en parler. Ah, franchement tu peux être fier pourtant, hein. C'est peut-être ta meilleure vidéo. Hein. Ah, ta gueule. Non, j'ai eu le malheur en fait de montrer Devil Story très tard le soir à Romain Oulès en fait qui ce soir-là je crois dormait sur mon canapé et il a pété un câble devant en me disant c'est génial, faut qu'on fasse un truc avec. Et en fait on a écrit, tourné et monté une vidéo en même pas 24 heures.
donc c'était n'importe quoi. Et c'est de là dont est partie l'idée d'une petite série de vidéos, je pense que la 3e arrivera sous peu, de moi en fait qui montre n'importe quelle connerie à Romain, et puis on se lance comme défi d'écrire, monter, tourner une vidéo sur le film débile en question en un minimum de temps possible. Et donc le premier c'était Devil Story. Est-ce qu'on arrivera à faire mieux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Romain n'a jamais réussi à oublier ce film. Excellente transition, parce que la 2e vidéo que vous avez fait, c'est sur un film qu'on a chroniqué ici aussi, qu'on a bien en avant dès qu'il est sorti en France récemment, c'est Spookies. Ouais, c'est un film que j'espérais évoquer ce soir. On l'a déjà fait dans un épisode que je vais du coup plug. Allez écouter notre épisode sur Spookies, qui est aussi une des productions indépendantes américaines horrifiques les plus folles au possible. On a dédié un épisode dessus, c'est un de nos premiers épisodes, ça date un peu, mais ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, Devil Story, c'est facilement trouvable. Même si vous voulez vous faire 2-3 minutes du film, lancez-vous, ça vaut le coup, c'est n'importe quoi. Faut le voir. Et Bernard Launois est toujours là et vend encore des affiches du film aujourd'hui. Le mec, il continue à faire du business dessus, tel un roi, parce que Bernard Launois calcule uniquement la qualité de ses films en termes de retour financier, en fait. C'est ça le truc, il n'y a pas d'art, il n'y a rien, et il est hyper content parce que cet ovni, c'est hyper bien rentabilisé, parce que c'est tellement pourri que même mondialement, il y a tous les fans de cinéma underground qui en ont entendu parler pendant longtemps, et maintenant que le machin a été restauré en 4K, je le redis parce que les films de John Woo, culte, ou The Abyss de Cameron qui vient à peine d'être restauré, c'était introuvable pendant longtemps. Devil Story, ça fait des années que c'est restauré, tu vois. Enfin, c'est la beauté de l'histoire. C'est la beauté de l'histoire. Ah ouais. Allez-y, c'est incroyable. Et ce qui est absolument fabuleux, et on finira peut-être là-dessus, c'est que dans les bonus du DVD et du Blu-ray, il arrête pas de râler sur les connards d'internet en fait qui se moquent de son film et qui ont rien compris alors que son film est très simple à comprendre et tout. Mais à aucun moment il ne percute que les connards en question sont ceux qui viennent l'interviewer justement chez lui pour lui parler de son film, quoi. Fabuleux. Moi je voulais juste en profiter pour parce que Romain t'es un peu trop tu fais preuve d'un peu trop d'humilité. Je conseille aussi le docu de Romain, le portrait doc, à savoir que moi la même année du coup on était dans la même classe, j'ai aussi fait un portrait doc, j'ai eu 19, je pensais que j'allais avoir la meilleure note de la classe. Romain a eu 20, voilà, donc bravo Romain. Merci Bernard, je lui dois beaucoup, je me fous de sa gueule, mais en réalité c'était une interview, ma première interview en fait, et c'était quelque chose. Il était très sympa, il est très ouvert pour en parler, il m'a longuement parlé de sa carrière dans son fameux bureau qui est rempli de vieilleries du monde du cinéma, parce qu'il a été distributeur, cet homme, de films d'horreur aussi. C'est lui qui a distribué en France L'Invasion des araignées géantes, qui est aussi un nanar assez culte, tout ça on lui doit beaucoup. C'était très 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 sympa, et en effet du coup il y a une version de 10 minutes qui est dispo sur YouTube qui s'appelle Bernard Launois, une vie sur pellicule. Je l'ai mis sur ma chaîne, peut-être que sur la chaîne il y aura aussi Sanctorum de dispo, parce que on en parle ce soir, donc je vais tout mettre pour que vous voyez un peu mon lore un peu maudit. Mais voilà, lancez-vous parce que ça reste c'est ça. On va se quitter ici, mesdames, messieurs. L'émission est déjà assez longue comme ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Jumpscarecast sur Instagram, Twitter, Threads, Blue Sky. On se dit à la semaine prochaine avec La Maison de Cire de 2005 avec Paris Hilton quand même. Voilà. On retourne dans les années 2000. Ça va être un pur kiff. On vous dit à vendredi prochain. Des bisous. Salut.